Bonjour à tous et bienvenue dans le Profcast, le podcast qui accompagne les professeurs de langue en ligne à développer et perfectionner leur offre. Aujourd'hui, je reçois Karim, créateur de la page Espagnol Pas à Pas. Bonjour Karim, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Salut Romain, merci beaucoup pour ton invitation. Bonjour à tous. Donc moi c'est Karim Jouté. Je suis à la base prof d'espagnol et j'ai cofondé Espagnol Pas à Pas, qui est une école d'espagnol pour francophones, une école en ligne avec une option de séjour linguistique pour nos élèves qui veulent aller plus loin dans l'apprentissage. Ok, super, je te remercie Karim. Comment est née ta passion pour l'enseignement de l'espagnol? Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse d'Espagnol Pas à Pas? Oui, alors en fait j'avais une passion pour l'enseignement avant d'avoir une passion pour l'espagnol. Je pense que je suis prof par passion. Tout petit, je voulais être instit. Quand je suis arrivé au collège, je voulais être prof d'histoire. Et puis quand j'ai découvert l'espagnol, je voulais être prof d'espagnol. Donc tu vois, l'enseignement était là dès le début. Et l'espagnol, c'est purement un coup de cœur. Je pense que c'est une des choses qu'on a du mal à expliquer. Vraiment un coup de cœur pour l'Espagne, les gens, la culture, le monde hispanophone. Et à la maison, j'ai un papa français et une maman qui est née en Algérie. Et donc, la culture méditerranéenne et européenne, ce petit mélange, ça me fait penser à chez moi. Donc, je pense que ça a renforcé le coup de cœur. Ok, super. Et du coup, il y a un monde entre effectivement s'intéresser à la culture hispanophobe et créer effectivement Espagnol Pas à Pas. Qu'est-ce qui lie les deux, du coup, tu dirais? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'effectivement tu en viennes à créer Espagnol Pas à Pas? Bah, c'est un parcours de vie. En fait, moi, je suis prof d'espagnol à la base, comme je te disais. J'ai passé le CAPES, après j'ai passé l'agrégation, et ensuite je voulais enseigner en université, être enseignant-chercheur. Donc, j'ai commencé une thèse. C'est une co-tutelle entre la Sorbonne et l'Université autonome de Barcelone. Donc, je l'ai commencé en France. Je suis venu la terminer à Barcelone avec un contrat doctoral. Et le but, c'était de terminer ma thèse, de rentrer en France et de postuler pour des postes à la fac. Mais mes directeurs de thèse n'ont pas vu rentrer en France, parce qu'une fois arrivé sur place, alors, une chose à savoir, j'avais un contrat doctoral, je pouvais faire de la recherche, mais je n'avais pas le droit d'enseigner. Je devais me dédier 100% à la recherche. Comme je suis prof par passion, j'ai créé le blog en me disant, quand j'entrerai en France, j'aurai du contenu sur le net pour mes élèves, etc. Et ça a pris. Des gens m'ont demandé des cours en ligne. Des gens à Barcelone, des expats m'ont demandé des cours d'espagnol sur place. Et donc, j'ai eu l'idée en réponse à la demande, de créer Espagnol Pas à Pas, qui à la base est une école en ligne et physique à Barcelone, que j'ai créée juste après avoir soutenu ma thèse. D'accord. Et tu as commencé, tu dirais, dans un premier temps, d'un point de vue complémentaire, c'était une activité complémentaire initialement ou vraiment tu es passé en activité principale dès que tu as vu que ça prenait finalement? Bah, je suis passé en activité 100% quand j'ai vu que ça prenait. En fait, j'ai terminé ma thèse. Pendant 2 ans, j'ai eu le blog que j'ai nourri. J'ai vu que ça prenait, mais c'était plutôt un hobby. Et ensuite, on m'a demandé des cours, etc. Donc, je me suis dit, je termine ma thèse en septembre, je sais plus l'année exacte. Et septembre, c'est l'année où tu ouvres les cours, etc. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'enchaîne soutenance de thèse et création de l'école. Et ça a pris aussitôt. J'étais complet. Mon école physique était complète. J'avais assez d'élèves en ligne pour en vivre aussi. Donc, je me suis retrouvé avec 2 emplois comme ça en parallèle complémentaires, une école physique et en ligne. Mais j'ai enchaîné fin de thèse et activité. Ok, super. Donc la transition pour le coup a été très smooth. Et en plus, il y a un truc qui est super intéressant dans ce que tu dis, on y reviendra. C'est le côté, effectivement, toi, tu as pu expérimenter et le présentiel et le physique. Et ça, on y reviendra un peu plus tard. Euh, en Et quelques... juste une Oui, chose, dis-moi. pardon, je te coupe. Non, vas-y, je t'en prie. Juste une chose pour compléter, pour comprendre un peu le contexte. Du coup, j'ai créé la marque 2 ans avant de créer l'école. Et ça, c'est une chose sur laquelle on peut revenir si tu veux. En fait, j'ai eu 2 ans, ça c'est assez confortable. J'ai eu 2 ans, alors confortablement parce que je faisais une thèse en même temps, pas du tout confortable, mais d'un point de vue purement business et création d'école, j'ai eu 2 ans pour créer ma marque, euh, créer ma communauté, répondre, écouter et pas lancer aussitôt le business et la marque en même temps. Je pense que ça a été très positif pour mon activité ensuite. De quel point de vue ça a été positif? Tu veux dire, toi, tu as eu le recul nécessaire, c'est ça ou
Ou tu fais C'est référence à ça. autre chose? Oui, c'est ça. Non, c'est ça. J'ai eu du temps pour penser à mes valeurs, pour penser à mon Mm. identité visuelle, pour penser à qui j'étais comme marque, pour définir le cadre, tu vois, de la Mm. marque avant de me lancer. Et je sens que c'est pas la même chose quand tu te retrouves en même temps à créer ton identité de marque et en même temps à devoir remplir ton carnet de clients. C'est confortable. Oui, effectivement, c'est super intéressant de le mentionner parce que je pense que tu as beaucoup de personnes, effectivement, qui sont un petit peu la tête dans le guidon, qui doivent. C'est quelque chose qui revient souvent. Tu sais, quand tu es indépendant, tu dois être un peu multitask. Et effectivement, donc en fait, ce que tu dis, c'est que toi, tu as eu d'abord le recul pour un peu penser à tout ça, à l'environnement, tout ça. Puis effectivement, une fois que tu as vu que le blog prenait, là, tu as pu effectivement te lancer et ça a pris tout de suite, hein, c'est ça. Tout à fait. Et je pense que quand on n'a pas cette chance, entre guillemets, hein, je termine une thèse, hein, c'est pas de tout repos, mais quand on n'a pas cette chance, en tout cas, quand on se lance, c'est vrai qu'il faut du temps pour penser à la marque, pour penser à ton univers, à ton identité de marque, trouver toi ta personne, comment tu te positionnes, personal branding ou pas. Hmm. Tu vois, c'est un temps de réflexion qu'il faut prendre malgré les urgences qu'on a du début de business. Mm. Hmm. Oui, oui, c'est sûr. C'est très intéressant. En plus, tu fais mention d'un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est le personal branding. Et c'est vrai que c'est une notion qui est très importante. Je ne sais pas ce que tu en penses, notamment avec, tu sais, l'avènement de l'intelligence artificielle, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du personal branding et de l'intelligence artificielle dans le monde des langues? Je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, du coup. Ouais. Question simple. Merci Romain. C'est ça. Euh, Je Personal t'envoie la branding, patate je chaude. pense. Ouais, merci. Euh, Personal branding, tu vois, c'est un truc sur lequel je réfléchis encore. J'ai commencé à fond personal branding, mais quand tu fais uniquement ça, tu t'aperçois que tu pourras jamais revendre ta boîte, que tout dépend de toi, que tu as du mal à accueillir des partenariats ou accueillir des gens dans ton équipe. Donc en fait, tu finis par dire nous et pas je, tu prends un peu de place. Et en même temps, quand tu prends plus de distance, tu t'aperçois quand même que le personal branding, c'est une force parce que c'est humain, parce que tu as l'intelligence artificielle qui arrive et ce qui va faire la différence, c'est les relations humaines vraies que tu proposes face à l'intelligence artificielle. Et je pense que quand tu es en personal branding, c'est plus facile d'inclure de l'intelligence artificielle dans ton offre parce que ça vient pas en concurrence avec toi dès le début, ça vient juste comme une proposition supplémentaire qui ne supprime pas les émotions, le vécu, l'humain dans tout ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est super bien résumé. Alors, juste pour nos auditeurs, le personal branding, en gros, c'est tout simplement la marque personnelle. Donc, en gros, c'est l'idée de mettre en avant un certain nombre de traits de personnalité, de traits de caractère, de valeurs qui font en fait que bah, ça va rendre votre offre, votre programme, votre image plus personnelle. Et c'est pour ça que Karim le disait très justement, l'un des défauts du personal branding, surtout à l'échelle de Karim, c'est effectivement le fait que tout est représenté par, en l'occurrence pour toi, ton image, et c'est du coup très difficile de prendre du recul là-dessus, effectivement d'intégrer une équipe, toute une dimension derrière. En gros, on va plus parler de Karim que des Espagnols pas à pas, c'est un peu le risque. Mais effectivement, il y a d'autres avantages qui sont très intéressants, notamment, bah, du coup, effectivement, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, où effectivement, aujourd'hui, n'importe qui peut créer, entre guillemets, un programme, toute proportion gardée avec la qualité qu'il y a derrière, mais en quelques clics, n'importe qui peut en fait créer du contenu et enfin, tout ça est beaucoup plus accessible. Et par conséquent, c'est une arme qui est très sérieuse contre l'intelligence artificielle, entre autres. Mm. Mais c'est bien aussi de Et parler pour le coup des dérives de ça, surtout à ton échelle, parce que effectivement, ce serait très intéressant et c'est quelque chose qui revient souvent sur le devant de la scène. mm. Ok, super Karim, bah, déjà très intéressant, je te remercie pour ce début d'échange. Aujourd'hui, en quelques mots, tu dirais que c'est quoi la méthode espagnole pas à pas, pardon, si tu devais un peu différencier, tu sais, d'autres concurrents, d'autres profs en ligne d'espagnol, c'est quoi en quelques mots ta méthode? La méthode pas à pas, c'est apprendre l'espagnol de manière fun et sérieuse et de manière extrêmement flexible et aussi extrêmement humaine et bienveillante. En fait, ce qu'on propose, c'est l'accès à une plateforme pour la théorie, avec des cours qui vont se débloquer à suivre où et quand tu veux, donc grande flexibilité, grande liberté, et en plus un accompagnement personnalisé, parce qu'on corrige les devoirs de chacun, on est là avec chacun pour les assister. Donc c'est humain, c'est personnel, et en parallèle, une possibilité de pratiquer chaque semaine en petit groupe avec un enseignant. Et la méthode pas à pas, c'est
à son rythme, hyper flexible, et puis ne pas séparer théorie et pratique, en fait faire les deux et avancer pas à pas pour vraiment se sentir autonome rapidement en espagnol. Ok, super intéressant. Oui, parce que vraiment, pour le coup, on est sur du en ligne, mais il y a tout un accompagnement derrière. On n'est pas laissé seul. C'est pas quelque chose d'asynchrone, ou en tout cas pas totalement, quoi. Bah, moi, je dis souvent que les cours sont en ligne, mais l'aventure est hyper réelle, hyper concrète, parce qu'en effet, tes cours sont dans ton téléphone, ton ordinateur, tu peux faire le cours dans ta voiture si tu n'as pas le temps, etc. Mais en même temps, derrière, il y a une équipe qui est là, qui est présente, qui est bienveillante, il y a une communauté qui est là. Tu peux, si tu veux, faire un bootcamp, on appelle ça un bootcamp pas à pas en séjour linguistique avec nous, pour vivre concrètement ton apprentissage. Donc, c'est du online, mais bien sûr concret et réel. Ouais. Super. Tu disais quelque chose de très intéressant, je trouve, dans le monde effectivement de la, j'allais dire même de l'apprentissage des langues, mais même plus globalement de l'e-learning, de l'apprentissage tout court. Tu parlais de répartition entre du coup la théorie et la pratique. Ça serait quoi, selon toi, la répartition parfaite entre les deux? Alors, je suis pas chiffre. Donc, je vais pas t'apporter de cette réponse, donc je vais dire du 50-50. Mais en fait, tu vois, il y a deux manières de faire pour faire les deux, je pense. Il y a ce moment, et il faut jamais vraiment cloisonner les deux. C'est pour ça que c'est bizarre de te donner un chiffre. Il y a ce moment où tu vas faire de la théorie, mais il faut pas faire de la théorie pour faire de la théorie. Tu fais de la théorie pour aller vers la pratique. Ça, c'est les cours qu'on propose sur la plateforme. Quand on fait un cours de théorie, il n'y a jamais aucune pratique derrière. Quand tu fais un cours de théorie, il faut toujours derrière faire des devoirs, un petit texte, une petite pratique. Inversement, quand tu fais de la pratique, il faut jamais faire de la pratique sans faire de théorie. Quand on fait de la pratique avec nos élèves, il y a toujours un moment où on dit, bon, bah là, tu t'es trompé 3 fois sur ce sujet, je t'explique, il faut quand même que je t'explique pour que tu comprennes. Donc, tu vois, c'est vraiment doser, faire les deux en même temps. Et quand tu mets l'accent sur l'un, ne jamais complètement oublier l'autre. Et c'est en avançant comme ça que tu progresses de manière solide. Ok, je comprends. Oui, donc il n'y a pas de science exacte. Et a priori, en tout cas, la théorie, c'est, on va dire, les fondations. Donc c'est très important. Sinon, effectivement, le reste de la construction, elle peut être un petit peu bancale. Il y a toujours, en tout cas, une base sous-jacente de théorie, hein, c'est ça? Oui, et pour simplifier, tu as toujours les deux élèves extrêmes qui n'existent pas, mais qui sont un peu extrêmes pour bien montrer où il ne faut pas aller. Tu as celui qui va faire qu'étudier, c'est typiquement le bon élève, qui va faire qu'étudier sans jamais parler, mais il va passer toute sa vie dans ses fiches, son Duolingo, etc. Mais en fait, il ne parle pas, donc il ne pourra pas parler. On apprend l'espagnol en parlant et pas uniquement pour parler. Et puis à l'extrême, tu as celui qui, soit parce qu'il a eu un passé un peu difficile avec l'école, où il n'aime pas le côté scolaire, ne va faire que parler, 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 parler sur place, voyager, etc., mais il va pas ouvrir un seul bouquin. Et là, pareil, en fait, ça va être compliqué parce il va être frustré de faire constamment des fautes et pas. Donc, tu as les deux extrêmes. Il faut vraiment trouver sa place au milieu et faire un mix des deux. Oser parler, mais tout en ayant une attitude un petit peu scolaire nécessaire pour connaître la fondation, le squelette de la langue. Ok, super. Très clair. Je te remercie. Merci à Euh, toi. pardon? Merci à toi. Je regardais juste avant notre échange là. Du coup, tu as 45 000 abonnés sur YouTube, 28 000 sur Facebook, 100 000 sur Instagram. Donc, tu me disais juste avant que t'es pas très chiffre. Bon, moi, en l'occurrence, j'ai été voir ça. Je vois que tu as une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Du coup, quelle importance tu dirais que ça a aujourd'hui de créer du contenu quand on fait un métier comme le tien, quand on est professeur de langue en ligne? Euh, Bah, c'est important. Tu vois, on a souvent tendance à diaboliser les réseaux sociaux ou à caricaturer les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. En fait, je pense que les réseaux sociaux, quand on fait un état des lieux, les réseaux sociaux, ils sont dans notre vie quotidienne. Soit on est sur Insta, TikTok, YouTube, etc. Euh, et du coup, si toi, tu es prof et que tu as envie de donner le meilleur contenu possible à ta communauté, à tes élèves et à les accompagner réellement, tu peux pas te passer des réseaux sociaux. Parce que si tu veux intégrer leur quotidien et leur donner des petits tips comme ça régulièrement, les réseaux sociaux, c'est vraiment important. C'est une vitrine et c'est pas juste une vitrine en fait. C'est tous les matins au petit déjeuner, être sur leur téléphone à dire hey, je te dis ça pour aujourd'hui, puis on se voit demain matin, tu vois. C'est rentrer dans le quotidien pour insuffler un peu plus d'espagnol et accompagner encore plus les réseaux sociaux. Oui, donc en d'autres mots, pour toi, c'est indispensable aujourd'hui dans le métier que tu fais
Pour un prof même, pour un prof qui nous écoute aujourd'hui, c'est capital en fait d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, hein, c'est ça? Je pense que c'est très important si tu veux vraiment accompagner à fond c'est pas indispensable, mais si tu veux vraiment accompagner à fond tes élèves, bah, c'est bien d'être dans leurs réseaux sociaux. Mm. Bien sûr. Ok, super. J'ai vu aussi, du coup, je t'en parlais en off juste avant qu'on démarre l'enregistrement. J'ai vu que tu as plus de 700 vidéos réalisées sur YouTube et publiées. Ça donne, oui, ça donne le vertige, hein. Et 2611 publications Instagram au moment où on se parle. Bon, Karim, c'est quoi ton secret pour créer autant de contenu après tant d'années? Et ben, c'est le même secret que pour parler une langue. Alors c'est pas glamour, hein, mais c'est la routine et la discipline. En sachant qu'on a le droit de craquer, on a le droit de lever le pied de temps en temps, etc. Mais en fait, pour avoir une certaine discipline, pour les langues, c'est exactement la même chose. Pour que ça fonctionne sur le long terme, la discipline, c'est important. Et une manière d'intégrer la discipline de manière suave et douce, c'est d'avoir une routine. Et, euh, et pour répondre à ta question, moi, tout ce qui est post, tout ce qui est création de vidéos, etc., quand j'étais seul, ça faisait partie de ma routine. Je savais qu'à telle heure, je faisais ça, tel moment dans la semaine, je faisais ça. Et quand c'est intégré à ta routine, déjà, tu lui consacres le temps, tu le fais pas sauter. Et tu prends l'habitude, en fait, de le faire, donc ça devient facile de le faire. Et puis ensuite, tu te fais accompagner pour ne plus le faire seul, mais voilà. Ok, ça marche. Oui, c'est un petit peu comme tu sais qu'à midi, effectivement, tu commences à penser au déjeuner et à 19h au dîner. Là, en l'occurrence, effectivement, tu sais que tel jour, alors je sais pas comment tu t'organises à la semaine, si c'est par exemple une journée entière dédiée au contenu ou si effectivement c'est un peu tous les jours. Mais en gros, tu sais qu'effectivement, tel jour ou telle heure, c'est effectivement dédié au contenu, etc. Ouais, et puis en plus, le fait de l'intégrer à ta routine, tu en fais une priorité. En faisant un truc qui paraît secondaire parce que c'est répété dans ton agenda, mais le fait de l'intégrer à ta routine, tu en fais une priorité et tu le fais pas passer au second plan et tu le fais pas sauter 3 semaines sur quatre, qui revient faire juste une semaine sur quatre du contenu. Donc, ouais. Ok, super intéressant. Et du coup, tu disais quelque chose effectivement qui m'a fait tilt et je pense qu'il peut parler à nos auditeurs. C'est en fait effectivement tu t'es déjà autorisé effectivement des coups de mou. Il y a des fois où tu avais un petit peu moins de motivation pour créer du contenu ou vraiment tu été quelqu'un de très discipliné et t'as jamais fait d'écart. Bah, moi, j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup créer du contenu. Je trouve ça fun. Euh, donc, j'ai rarement levé le pied. Mais par contre, j'ai levé le pied sur certains réseaux, oui. Toi, c'est un peu difficile, surtout quand tu es seul. Au début, j'étais seul. D'être à la fois sur Insta, TikTok, LinkedIn, YouTube, tu n'en peux plus. Après, tu découvres qu'il y a des outils, etc. Mais au début, tu vas poster un peu partout. Donc, j'ai levé le pied sur certains contenus, mais de manière globale, non, j'ai pas beaucoup levé le pied parce que j'aime ça. Ouais. Ensuite, ceux qui n'aiment pas ça, c'est possible de déléguer. Moi, j'utilise Metricool, qui est fantastique, qui permet de publier sur plusieurs réseaux d'un seul coup, mais en personnalisant, etc. Donc, il faut trouver les bons outils quand on n'aime pas, ou trouver quelqu'un pour le faire, qui le fera pour toi. Mais ouais. Oui, t'avais moins cette barrière à l'entrée comme ça, puisqu'effectivement, tu prenais du plaisir, en tout cas, à créer le contenu. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui, j'imagine, joue pas mal. Et tu as donné un super conseil, c'est qu'effectivement, quand c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un peu plus de mal, bah, ça vaut le coup de se faire accompagner si effectivement on en a les moyens ou la possibilité. Ouais. Et pour tenir aussi sur le long terme, il faut savoir se régénérer et du coup observer ce qui se fait ailleurs, qui te plaît, que tu as envie de plaquer sur ton business, sur tes réseaux sociaux. Par exemple, il y a les GIFs qui sont arrivés. Tu vois, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de GIFs. Ça arrivait et je me suis dit, ah, c'est trop drôle. Tu regardes le même pendant, tu regardes le même 10 fois, tu regardes toujours autant, tu dis, OK. Bah, en fait, j'ai les plaqués à un moment donné à l'espagnol et j'utilise les gifs dans mes réseaux sociaux. Ça donne un petit peu de peps, c'est léger, ça permet en général, c'est hyper viral. Donc, pas hésiter à faire une veille. Et ce qui te plaît, même si tu l'as pas vu dans le contexte des langues, ne pas hésiter à essayer de l'appliquer aux langues et à adapter ce qui fonctionne et ce qui te plaît surtout pour tenir sur le long terme. Un autre exemple, sur YouTube, j'ai fait des vlogs. Il n'y avait pas beaucoup de vlogs au début quand j'ai commencé. Je voyais pas du tout comment faire des vlogs en espagnol. Et une fois, j'ai fait un voyage en van et je me suis dit, ce serait génial d'avoir une vidéo pour les abonnés. Donc, j'ai adapté le vlog à l'espagnol en faisant des voyages, des points vocabulaire.
mais adapter ce qui est nouveau, ce qui nous plaît, etc. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, adapter effectivement des formats qui peuvent être connexes à ta niche et effectivement les adapter, bah, comme tu l'as si bien mentionné avec l'exemple du vlog. Ce qui est pas mal, moi je rajouterais aussi, si tu sais, c'est s'adapter au réseau, c'est-à-dire créer du contenu. Tu prenais l'exemple du GIF, c'est quelque chose qui parle très bien à Instagram parce qu'il faut toujours se mettre, faire preuve d'empathie, se mettre à la place effectivement du follower, du viewer, c'est-à-dire effectivement une personne qui scrolle, qui du coup va se détendre et effectivement ne pas hésiter par exemple sur Instagram à créer du contenu qui est ludique en conséquence. Et par exemple sur YouTube avec des formats peut-être là effectivement quand on fait preuve d'empathie, on sait qu'effectivement il y a une personne qui a été tapé quelque chose potentiellement dans la barre de recherche, pas que, mais ça existe. Et en l'occurrence, là, on va être sur des formats un peu plus adaptés, plus longs, plus étudiés, ou tout simplement, effectivement, le format vlog et qui est très propre à YouTube aussi. Donc, ne pas hésiter aussi à adapter son type de contenu à la plateforme, c'est quelque chose de très efficace, je pense. Ouais, complètement. Et pour compléter, le contact, en fait, le contact humain avec les abonnés, avec les gens qui te suivent, le fait de lire les commentaires, de répondre, de faire des rencontres abonnés aussi. Tu vas faire Insta, c'est hyper facile de dire je suis à tel lieu, à tel moment, écrivez-moi, on se retrouve. Le fait de ne pas être seul dans sa bulle, d'être en contact permanent, ça permet aussi de garder le feu sacré pour Mhm. continuer de créer et puis d'être orienté vers ce qui plaît moins. Euh, ouais, c'est important aussi, je pense. Oui, c'est une forme de questionnement à l'audience, savoir effectivement toujours être ouvert sur, bah, tu le disais, sur ce qui se fait chez le voisin, mais aussi auprès de l'audience, ce qu'elle attend, ce qu'elle peut potentiellement attendre de toi, etc. Trouver une espèce de croisée des chemins, c'est ça, hein. Oui, et puis le fait d'être en contact avec ton avatar, tu sais qui il est et tu fais plus facilement du contenu pour lui. Par exemple, si tu enseignes les langues, le fait de lui écrire régulièrement, de lui répondre, de le rencontrer physiquement, tu vois bien si la majorité sont débutants, s'ils sont intermédiaires, si c'est un hobby, s'ils en ont besoin de cette langue, c'est Oui. plus pour le voyage, etc. Bien sûr. Ce que Karim a employé un terme que peut-être tout le monde ne connaît pas, c'est le terme d'avatar client. En fait, l'avatar client, c'est finalement, moi j'aime bien dire que quand on crée une offre, en fait, on est un genre de profiler, comme les profilers du FBI. Et l'idée, en fait, de l'avatar, c'est un peu le portrait robot du client type, c'est la moyenne du client type. Et effectivement, ça va beaucoup vous aider à créer une offre, parce que bah, le but d'une offre, évidemment, c'est qu'elle se vende. Et par conséquent, vous allez pouvoir un petit peu savoir bah, quel est l'objectif, par exemple, dans le cas de Karim, quel est l'objectif, par exemple, d'une personne qui veut apprendre l'espagnol. Ça serait, par exemple, voyager, une expatriation, etc. Donc, l'avatar client, c'est ça, c'est la moyenne un petit peu des personnes, en gros, qui regardent votre contenu ou qui sont intéressées par ce que vous faites. Avec le recul que tu as, quelle plateforme du coup, parce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai parlé effectivement de YouTube, Instagram et Facebook, mais toi, tu as mentionné LinkedIn et TikTok aussi. C'est très intéressant parce que du coup, avec le recul que tu as, quelle plateforme selon toi, et ça c'est une question qui revient souvent, c'est pour ça que je te la pose, quelle est la plateforme selon toi la plus efficace pour attirer des élèves? Euh, bah, alors je vais pas, je réponds à ta question, mais en fait, je n'aime pas la question. Enfin, la tournure, je pense que je pense pas que ce soit la meilleure question à se poser pour quelqu'un qui veut trouver la bonne plateforme. Je pense qu'il vaut mieux plutôt se demander quelle est la plateforme la plus adaptée à toi et pas forcément la plateforme sur laquelle tu vas trouver tes clients, tes élèves, en sachant que des élèves, en fait, ils sont sur toutes les plateformes. Tu as des gens sur Facebook, tu as des gens sur Instagram, tu as des gens sur YouTube, tu as des gens sur LinkedIn. Sur TikTok, la seule que je trouve un peu compliquée, c'est TikTok parce que c'est compliqué d'entrer en contact avec des gens et c'est pas hyper quali TikTok. C'est vraiment voilà. Euh, mais la première question à se poser, je pense, c'est toi, quel est ton profil? Quelle est la plateforme avec laquelle tu as le plus de feeling? Est-ce que tu préfères plutôt des posts écrits, plutôt pro, etc. Est-ce que tu es plus vidéo? Est-ce que pour toi, c'est important le beau, l'esthétique? Et ensuite, en fonction de ça, en effet, voir laquelle est la plus adaptée. Euh, mais enfin, et ensuite connaître la manière dont la plateforme peut t'apporter des clients. Par exemple, sur Instagram, c'est génial parce qu'il y a des messages privés, donc c'est très facile de parler avec des messages privés. Mais si toi, t'es pas en phase avec Instagram, si t'es pas du tout story, tu vois, par exemple, les stories sur Instagram, c'est hyper intrusif. Et c'est un truc que tu as tout le temps parce que tous les jours, il faut balancer un truc en direct avec ta tronche comme ça, en train de dire ta 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 ta.
le publier et l'envoyer direct. Si tu n'es pas du tout connecté, que tu trouves ça intrusif, c'est pas ou tu as une relation compliquée avec ton image, c'est pas pour toi. Donc, ça va être génial pour trouver des clients, mais si tu le fais mal, c'est pas pour toi. Donc, tout d'abord, se demander quelle est la plateforme qui est faite pour toi. Et ensuite, il y a des plateformes plus ou moins faciles, mais finalement, toutes permettent d'avoir un accès. YouTube, tu peux pas parler avec les gens, mais tu peux mettre un lien en dessous de la vidéo pour capter des mails, etc. Donc peut-être se demander avant, toi, quelle plateforme est faite pour toi, avant de te poser la question, quelle plateforme est plus facile pour trouver des clients. Désolé de retoquer la question. Non, non, du tout. Et je vais me prêter à l'exercice, je vais reformuler. Alors déjà, c'est très intéressant. Merci de tourner ça comme ça. Pour le coup, je trouve ça super intéressant. Merci. Et du coup, moi aussi, je vais me prêter à l'exercice. Si je reformule la question et je te dis aujourd'hui, toi, Karim, qui du coup publie sur tout un spectre de plateformes, aujourd'hui, qu'est-ce qui, toi, t'apporte le plus d'élèves? Quelle est la plateforme la plus intéressante pour toi? En termes de nombre d'élèves, j'entends. Effectivement, pas forcément en plaisir à produire, etc. Bien que les deux sont très intéressants. Ouais, Espagnol pas à pas, moi depuis le début, je fais attention d'être partout et de donner de l'importance à tous les réseaux sociaux. Donc on est partout et à peu près tous les réseaux sociaux nous apportent des élèves de manière plus ou moins équitable. Mais tu vois, YouTube fonctionne bien, Instagram fonctionne bien aussi, TikTok non. LinkedIn moins, mais là tu vois, c'est moi qui suis pas hyper actif sur LinkedIn et qui suis pas en phase avec LinkedIn, donc pas énormément LinkedIn pour l'instant. Mais ensuite, il y a aussi cette question de savoir est-ce que tu décides de prendre un réseau social et d'y aller à fond ou d'être un petit peu partout. Et nous, ça ne pas à pas, on fait le choix d'être un petit peu partout. Et quand on voit qu'il y a une baisse sur un réseau, en général, c'est parce qu'on est vraiment productif, donc on remet un peu de charbon dans la machine. Ok, ça marche. Oui, parce que, alors, de mémoire, tu me dis si je fais une boulette, mais de mémoire, vous êtes sur le segment débutant et intermédiaire hein, chez Espagnol Pas à Pas, c'est ça? Hein. Tout à fait. Ok, ça marche. Oui. Ok, donc vous avez fait le choix, effectivement, d'aller chercher un certain spectre. Et en l'occurrence, donc c'est plus ou moins équitable. C'est super intéressant ça, parce que c'est une question qui revient souvent. Moi, j'avais un petit peu cet a priori, je sais pas ce que tu en penses, j'avais tendance à me dire Instagram très intéressant, parce que, en fait, Instagram, YouTube, très intéressant pour plusieurs raisons. C'est qu'ils vont t'apporter un spectre de prospects qui sont différents, qui sont pas aussi bien qualifiés. Par contre, c'est deux plateformes qui sont très complémentaires, dans la mesure où tu l'as très bien dit, YouTube ne permet pas forcément de communiquer, ou en tout cas d'une façon très différente, moins directe avec l'audience. Mais en l'occurrence, YouTube, ça va être effectivement ce qu'on appelle des prospects un peu plus tièdes, c'est-à-dire des personnes qui viennent chercher le contenu, à l'inverse, pas forcément d'Instagram où l'algorithme travaille un peu plus. Mais par contre, effectivement, Instagram permet un contenu plus court, plus direct, plus ludique et effectivement de converser avec son audience. Donc j'avais un peu cet a priori là. Et toi, en l'occurrence, tu me dis que, bah, mis à part TikTok évidemment, mais bon, ça, TikTok, c'est TikTok. Mais en gros, ouais, le spectre est assez large chez toi, quoi. Oui, et puis il y a Facebook aussi, parce que tu vois, une partie de nos élèves qui sont plus âgés, qui n'ont pas fait le passage à Instagram, qui sont aussi sur YouTube, mais qui sont Facebook à fond, qui retrouvent leurs anciens amis sur Facebook, etc. Donc pareil, Facebook, faut pas le lâcher, mais encore une fois, ça dépend de toi et de ton prospect. Mais Facebook aussi, tu vois, on convertit aussi sur Facebook. Et on fidélise aussi sur Facebook. Ok, super intéressant. Je te remercie. J'ai une question. Du coup, tu nous parlais tout au début de l'interview, tu nous parlais du fait que effectivement, tu avais débuté en présentiel et en ligne. Alors, je crois que dans tous les cas, c'est plus ou moins toujours le cas le présentiel parce que tu disais des bootcamps. Donc aujourd'hui, je pense que tu as une idée bien reçue de quelle est la différence selon toi entre l'enseignement en ligne et ou en présentiel, et en l'occurrence, il y en a un qui est un peu plus qualitatif que l'autre ou pas forcément. Bah, tu peux apprendre une langue en ligne ou en présentiel. Seulement en ligne, il y a tellement d'avantages pour l'élève et pour le prof d'être en ligne que j'ai enseigné 3 ans en ligne et que j'ai enseigné 3 ans en présentiel et je restais sur le présentiel pour des raisons émotionnelles, que j'avais créé des liens avec mes élèves, c'est-à-dire à Barcelone où je vis, etc. En fait, j'aurais dû couper beaucoup plus avant si on parle purement chiffres et avantages. Euh, et les avantages de travailler en ligne, c'est où et quand tu veux. Quand le cours est fini, ben, en fait, tu peux y revenir autant de fois que tu veux. Tu as plus de liberté, flexibilité, Ouais. rencontrer des gens
connectés partout dans le monde. Des fois, l'autre coup, j'ai fait un Zoom. Il y avait une personne au Mexique, Québec, Belgique, Suisse, France, Espagne, dans le même Zoom. Ça, c'était vraiment un pays à la tête. Tu dis, waouh, ça change complètement l'apprentissage. Euh, Beaucoup d'avantages en ligne. Mais en présentiel, c'est pas impossible. Ça se fait très bien. Oui, en gros, la qualité de l'enseignement change pas forcément, la motivation tes élèves pas forcément non plus, mais en l'occurrence, il y a un gros avantage de flexibilité quand tu es en ligne, quoi. En fait, c'est les conditions de l'apprentissage qui changent. Et aussi, un truc qui est hyper important, c'est de pouvoir y revenir. Parce que quand tu es en apprentissage en présentiel, tu peux juste revenir sur le bouquin et les notes que tu as prises, mais pas force. Tu peux pas communiquer avec le prof quand il est parti chez lui. Tu l'appelles pas. Alors que là, sur la plateforme, tu écris au prof, tu as l'accompagnement qui continue. Tu es toujours en contact. Tu es dans la communauté, tu es sur la plateforme et tu peux toujours contacter l'équipe. Oui, bah, ça tombe bien en plus. Transition toute trouvée. J'ai une question justement sur ça, sur l'équilibre vie pro, vie perso. Alors, je rebondis dessus parce que du coup, tu dis effectivement l'avantage, c'est qu'on a toujours, on peut toujours être connecté, on est toujours lié à la communauté, donc ça rend le tout très flexible. Mais aujourd'hui, toi, de ton point de vue, le fait que du coup le en ligne ait cet avantage de rendre tout accessible comme ça aussi facilement, tout de suite. Est-ce que ça peut être aussi un inconvénient quand il s'agit un petit peu, tu sais, de déconnecter? Et là, je parle à l'entrepreneur plus qu'au professeur. Ouais, mais tu vois, dans ce que je crois que j'ai dit, tu peux contacter quand tu veux l'équipe. Ou en tout cas, j'ai parlé d'équipe avant. Oui, C'est une horreur si t'as pas d'équipe. Alors, c'est pas une horreur, mais sur le long terme, c'est compliqué. Au tout début, j'ai commencé, j'avais pas d'équipe, donc évidemment, c'était moi qui étais derrière. Et au tout début, tu es dans le feu de l'action, déjà, tu es hyper content que ça prenne, donc tu as juste envie d'y passer tes jours et tes nuits parce que tu es content que ça prenne. Et ensuite, sur le long terme, si tu n'as pas d'équipe, c'est très compliqué pour la personne qui a créé le produit. Donc ça fonctionne uniquement si tu as une équipe. et du coup, si tu n'as pas d'équipe, ou même d'ailleurs quand tu as une équipe, parce que qui dit collaborateur dit effectivement, il y a des communications en interne. Euh, du coup, comment toi tu gères, est-ce que tu arrives à gérer déjà, et comment tu gères un petit peu, tu sais, cet équilibre-là? Est-ce que tu arrives à le maintenir déjà? Mieux qu'avant, On sent que c'est difficile déjà. c'est mieux. Non, c'est mieux. Et là, j'ai réussi. Enfin, je suis content de l'équilibre que j'ai. Je pense que c'est encore améliorable, mais je suis assez content. Avant, il n'y avait pas du tout d'équilibre. Et l'équilibre pro-perso se crée dès l'instant que tu as une équipe et que tu arrives à déléguer et que tu peux ne pas être seul. Et il se fait aussi quand tu te forces à trouver des choses essentielles qui vont te forcer à déconnecter. Donc moi, c'est les amis, c'est le sport, c'est les voyages. Et tu vois, quand je fais un voyage je suis allé voir l'équipe. Alors, par exemple, vie pro et perso qui se mélangent. Je suis allé au Québec l'été dernier pour rencontrer les élèves québécois. Donc évidemment, bah non, tu déconnectes pas, c'était avec les élèves, etc. Mais j'avais prévu une semaine de road trip en voiture dans le Québec. Bah là, tu as tellement envie de profiter de ce voyage qui dure qu'une semaine que tu déconnectes. Donc trouver les choses qui vont t'obliger à déconnecter. Et si ça te fait pas déconnecter, c'est peut-être que c'est pas assez fort pour s'installer dans ta vie. Et ensuite, de l'autre côté, je pense qu'il faut aussi accepter quand tu es entrepreneur, bah, t'es pas employé, il y a beaucoup de bénéfices, mais il faut pas refuser les inconvénients. Et c'est toi qui as les clés de la boutique. Et s'il y a un problème, il faut accepter de retourner à la boutique, ouvrir le rideau, entrer dedans, voir ce qui se passe. Donc, il faut accepter aussi de rester un peu connecté. Tu es responsable du truc. Donc, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut trouver l'équilibre, mais il faut accepter quand même. Tu vois, par exemple, en période d'inscription, moi, je fais des webinars le dimanche à 18h. Et c'est pas la, c'est pas la journée la plus propice au boulot. Mais bah, quand il faut y aller, faut y aller, quoi. Oui, tu t'adaptes à ton audience, c'est elle effectivement le spectateur, donc c'est elle qui. Je sais que les webinars, effectivement, ça se fait beaucoup sur ce créneau-là, donc en l'occurrence le dimanche à 18h. Le webinar pour l'audience, en fait, c'est tout simplement, Karim va lancer un genre de stream tout simplement en direct où effectivement, donc il y a un chat où les personnes vont pouvoir répondre aux questions et c'est quelque chose qui est très efficace. Mais du coup, effectivement, comme le dit judicieusement Karim, ça se fait généralement aux heures de l'audience et pas à nos heures. Donc en gros, pas le lundi matin à 8h, mais plutôt le dimanche soir à 18h. Ouais. Ok, ça marche. Tu parlais d'équipe, du coup, aujourd'hui, tu emploies ou collabores combien de personnes chez Espagnol Pas à Pas? Aujourd'hui, bah, déjà, je suis associé.
avec mon conjoint, qui était data analyst à la base. Donc, on est tous les deux à tenir la boîte. On a deux enseignants avec nous, on a une social manager, on a une personne qui fait de la création de contenu, on a également un informaticien avec nous. Pas forcément à 100%, des personnes, tu vois, on a une prof qui passe beaucoup d'heures avec nous, une autre un petit peu moins, mais quand même beaucoup. La rédactrice de contenu, moins. Mais on est en contact avec ces personnes, une petite dizaine de personnes, Oui, quand même. plus ou moins en fonction du poste. Oui, ok, pas forcément à plein temps, mais plus ou moins en contact avec une petite dizaine de collaborateurs, quoi. C'est ça? Ouais, tout à fait. Ok, super, extraordinaire. Ok. Euh, on approche gentiment de la fin, Karim. Il nous reste trois petites questions. J'ai une Mhm. question, moi, sur si effectivement, donc là, pour les personnes un peu plus avancées, donc en gros, qui en seraient plus ou moins à ton stade, si un entrepreneur, en gros, de ton niveau, il nous écoute là tout de suite, quel conseil tu lui donnerais, tu sais, pour atteindre plus d'élèves avec son programme? Tu sais, je dirais un petit peu comme si tu avais une réalisation marketing, ta réalisation, pardon, marketing de ces derniers mois ou de ces dernières années. Je te donne un exemple, par exemple, ah tiens, les emails marketing, en fait, je l'ai délaissé, mais ça fonctionne super bien, la publicité ou quoi que ce soit de ce genre. Pour reformuler, un tips d'une chose qui fonctionne très bien, c'est ça? Oui, c'est ça, une réalisation, oui, c'est ça. Un truc où tu t'es dit, ah, c'est pas mal ça, en fait. Je vais revenir sur les lives, les défis live. La question est encore compliquée. Les défis live, c'est génial parce que tu crées, tu montres ce que tu sais faire, tu montres ta personnalité, tu montres tes valeurs en temps réel à la personne. Et du coup, si elle y adhère pas, là c'est bien mort. Mais si elle y adhère, elle est à fond et elle va te suivre, tu vois. Donc le fait d'avoir des lives, mais ça peut être des webinars, du live Insta, ces moments live, je pense que c'est très important. Et ensuite, comme tout, il faut être mesuré parce que si tu fais que du live, tu vas perdre ceux qui ne viennent pas au live parce qu'ils ont toujours la tête sous l'eau, ils voient tout en différé, ils voient que de l'écrit, etc. Oui. Les Donc, faut pas actifs, foncer tête typiquement. baissée, tout à fait. Mais le live, moi, c'est un truc qu'on faisait pas autant avant. Là, on le fait et c'est vraiment hyper sympa. Et c'est dans l'air du temps de faire du live. Oui, ça fonctionne très bien. D'un point de vue marketing, je rajouterais les lives, c'est pas mal si vous avez une offre un petit peu. Alors, je sais pas forcément si c'est ton cas, mais en général, c'est vrai que c'est pas mal sur une offre mid-ticket, high-ticket. Effectivement, si votre programme il est en dessous des 100 euros, ça vaut peut-être un peu moins le coup par expérience parce que ça nécessite un certain nombre de moyens, donc la pub, etc. En ce qui concerne les webinars. Mais c'est très 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 puissant effectivement. Ok, ça marche. Super, Karim. Encore merci pour tes réponses. C'est très, très clair. Tu reformules même mes questions, donc ça l'est encore plus. J'ai Euh, reformulé pour gagner du temps non, pour c'est pas très répondre bien. à côté, hein. Non, je plaisante, c'est très bien. Tu fais bien, hein. Moi, des fois, c'est vrai que tu sais, de la tête dans le guidon, tu fais pas toujours attention. Tu penses que tout le monde comprend bien ce que tu essayes de dire. Et c'est pas forcément le cas. Euh, quel est le retour ou le témoignage? Ça, c'est la question, vu qu'on approche de la fin, c'est les questions un petit peu inspirantes. Quel est le retour ou le témoignage d'élèves qui t'a le plus marqué dans ton parcours, le truc qui t'a le plus inspiré? Tu t'es dit, c'est pour ça que je fais ce métier. Quand tu me dis ça, enfin, quand on me pose la question, je pense toujours à un témoignage. Il y a je crois que c'était la deuxième année ou la troisième où j'ai créé l'école. Donc la formation, c'est sur 9 mois pour les débutants, de septembre à juin, grosso modo, et une année scolaire. Et un été, j'avais décidé de prendre ma voiture et de faire un tour de France pendant 15 jours et de rencontrer mes élèves. De manière individuelle, c'était juste après le Covid. Donc au début, je vais faire des rassemblements et finalement, j'ai pris ma voiture, je suis allé rencontrer, je dormais chez eux ou à l'hôtel, etc. C'était très sympa. Et je suis arrivé à Toulouse, j'ai rencontré une élève, donc je crois que c'était la deuxième année. Et quand je vois l'élève, aussi automatiquement, je parle en espagnol, plus ou moins rapidement en fonction du niveau, etc. Je vois que l'élève parle espagnol, donc on fait le déjeuner en espagnol. On était à Toulouse sur un rooftop super sympa, il faisait beau. Et à un moment donné, elle me dit, je passe au français parce que je suis fatigué. Je suis non, mais c'est très bien, on a déjà parlé genre 45 minutes. Et en français, elle me dit, je sais pas si tu te rends compte, tout ça, c'est grâce à toi. Et en fait, comme les francophones, on a pratiquement tous fait LV2 espagnol, moi j'ai l'habitude d'avoir des faux débutants. Et les vrais débutants, on en a, hein, mais c'est pas les plus nombreux. Et là, c'est la première fois que je faisais un entretien avec une vraie débutante. Et en fait, m'apercevoir que cette personne, elle ne parlait pas du tout espagnol au début,
et qu'elle avait appris depuis zéro avec la méthode pas à pas et qu'elle arrivait à me parler en espagnol, ça a été une grosse claque. Parce que c'était la première fois que j'avais une vraie débutante, au bout d'un an, 2 ans, qui me faisait une conversation en espagnol et je me disais, OK, c'est bon. Méthode validée. À Toulouse, tel jour, telle heure, c'est bon, la méthode fonctionne, grand débutant, ça passe. Proud moment, quoi. Ouais. Incroyable. Ok, super inspirant, je te remercie beaucoup. Et enfin, du coup, dernière question, Karim. Je te l'ai dit, effectivement, tu sais, nos auditeurs, ça va être essentiellement des profs de langue en ligne, donc de tout type de niveau, entre guillemets. Quand j'entends niveau, c'est surtout à plusieurs états d'avancement. Aujourd'hui, un prof qui débute, qui effectivement, qui galère entre guillemets, qui en est au balbutiement, qui cherche encore un petit peu, ce serait quoi ton meilleur conseil entre guillemets pour un enseignant qui débute en ligne aujourd'hui? Ou par exemple, ton conseil au Karim du début. Une chose que j'ai faite intuitivement, mais qu'il faut vraiment faire à fond, et j'aurais pu le faire un peu plus, surtout pour le deuxième. En fait, j'ai deux mots que j'aime beaucoup deux expressions quand tu entreprends. Je pense qu'il faut vraiment constamment écouter et passer à l'action. Et écouter, c'est hyper important parce que tu dois écouter ton avatar, tu dois écouter les personnes qui ont fait ce que tu veux faire et qui réussissent à le faire. Tu dois écouter constamment. Et plein de fois, j'ai vu des entrepreneurs ne pas écouter, où tu leur dis un truc et aussitôt, il y a une excuse qui arrive, ou en fait, ils t'ont même pas écouté, ou qui n'écoutent pas du tout, qui n'ont jamais de contact avec leurs prospects. Donc, en fait, enfin, si tu n'écoutes pas, ça va être très compliqué. Et en même temps, faut pas juste écouter, faut passer à l'action. Et le nombre de personnes que tu vois qui ont plein d'idées, qui ont des trucs et qui finalement ne passent pas à l'action, euh, c'est hyper frustrant quand tu vois le truc et qu'il y a juste à se lancer. Parce que quand tu entreprends, tu vois, pour les personnes qui nous suivent, qui débutent, faut pas attendre le moment idéal et l'idée géniale parce qu'en fait, quand tu entreprends, c'est pas tu poses le truc et tu attends que ça se passe, c'est tu poses le truc et puis tu modifies en fonction pour que ça avance. Mais par contre, il faut poser le truc parce que si tu l'es pas posé, tu peux pas réagir et peaufiner ton offre. Donc, écouter pour pas se planter, pour pas se prendre le mur et passer à l'action parce que c'est hyper essentiel et tu feras petit à petit ton produit qui de toute façon sera toujours en transformation. Oui, se lancer et itérer par la suite, mais se mettre en mouvement, quoi. Se mettre en mouvement, lancer des trucs. Ouais, ouais. Commencer à construire. Ok, super intéressant. Et je te rejoins complètement pour le coup, à 100%. Effectivement, entreprendre, bah, comme son nom l'indique, l'étymologie du mot, c'est faire des choses et en l'occurrence se mettre en mouvement. Et même si c'est pas parfait, de toute façon, personne s'est lancé avec quelque chose de parfait et vous pourrez toujours itérer au fur et à mesure. Ok, ça marche. Karim, si aujourd'hui on veut te suivre, donc on l'a compris, tu es multiplateforme. Aujourd'hui, si effectivement je suis prof de langue en ligne, j'ai envie de voir un petit peu ce que tu fais, que ce soit d'un point de vue entrepreneurial ou même voir un petit peu quelle est ta méthode, toi, en espagnol, où je peux te suivre. Si tu vas sur mon site Espagnol Pas à Pas, donc tu tapes Espagnol Pas à Pas sur Google, le site en premier. Si tu veux vraiment savoir un peu ce que je fais au fur et à mesure, tu peux laisser ton mail sur mon site pour recevoir ma newsletter. Et là, tu verras que chaque semaine, j'envoie un à deux mails pour donner du contenu, dire un peu ce qui se passe dans l'école aussi. Donc le mail, c'est la manière la plus sûre de voir ce que je fais. Et puis Instagram. Moi, j'ai un petit fait pour Instagram perso. Donc, si tu veux venir et me voir moi, ce que je fais sur Instagram. Ok, super. On peut échanger un petit peu avec toi sur Instagram? Ouais, j'ai une social manager qui s'occupe des messages, mais j'y vais aussi. Et puis surtout, quand il y a des messages pour moi, elle me les laisse et je vais les voir. Donc, venez m'écrire sur Instagram avec plaisir. Ou sinon, il y a mon mail sur mon site internet. Super. Et puis, pardon, sinon, il y a Barcelone. Hein. Si vous passez par Barcelone, C'est ça. on prend un café sur les Ramblas avec plaisir. Mais c'est incroyable ce que tu fais au passage. C'est vrai que j'ai pas forcément rebondi là-dessus parce qu'on a un temps limité, mais le fait d'avoir pris le temps d'aller voir tes élèves au Québec, alors tu fais d'une pierre deux coups, mais c'est la première fois que j'entends ça et c'est incroyable. On sent vraiment le passionné derrière, quoi. Ouais, mais j'aime beaucoup les liens sociaux et rencontrer les gens. Donc, quand tu es prof, c'est le kiff. Et quand tu proposes d'aller faire un tour de France, tu as tout le monde qui dit oui, et puis viens chez moi, etc. C'est génial. Et j'avais pas anticipé, je l'ai fait avant tout pour une expérience humaine. Et en fait, tu passes 15 jours.
à rencontrer chaque jour une personne différente qui passe toute sa journée à te parler de ton produit, de ta boîte, et tu finis à bloc avec plein de nouvelles idées et de trucs, c'est un stage complètement dingue. C'est pour ça, écouter, c'est important. Et tu vois qu'on est allé au Québec, pareil, les Québécois, tu te aperçois, bah, c'est pas les Français. Ils ont d'autres manières de penser, d'autres modes de vie, il y a le décalage horaire. Quand tu rencontres les gens, que tu as un retour sur ton produit. Ah oui, effectivement, super intéressant. Bah oui, forcément, tu passes du temps avec eux, donc tout de suite, on rentre un peu plus en détail, j'imagine. On Ouais. a Et quand moins t'es, cette réponse un peu type sondage, tu sais, cette réponse un petit peu cohérente, entre guillemets, et effectivement, on ouvre un peu plus son cœur, j'imagine, quand on est en face de la personne. Complètement. Et quand tu as fini le repas et puis tu continues de parler, il est 1 heure du matin, puis la personne continue de parler, c'est pas pareil que sur un sondage Google Forms, il faut cocher les choses. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Ok, super. Bon, merci à toi, Karim, d'avoir pris C'est du moi temps qui te pour partager remercie. tout ça. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Profcast. J'espère que cette conversation avec Karim vous a inspiré et donné des idées pour développer votre propre projet. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez aimé, laissez un petit like et un petit commentaire. Pardon. À très bientôt. À plus.